Bonjour à tous, l'opinion est avec vous au Salon de l'Agriculture et chaque jour sur ce plateau, nous allons vous faire entendre ceux qui vivent l'agriculture, ceux qui la font, ceux qui la connaissent et ceux qui en parlent avec passion. Et nous allons commencer cette semaine avec Maxime Costi, qui est le délégué général des Brasseurs de France. Maxime, j'ai raté un épisode. Il y a 10 ans, la brasserie française était dans un état lamentable. C'était un peu ringard. On va pas se le cacher. Et qu'est-ce qui s'est passé? 10 ans plus tard, on est en pleine hype. C'est vrai qu'on est dans un revival assez impressionnant. En fait, on a un changement en 2014 qui est issu d'un travail très important. D'abord, pour faire très simple, on a eu dans les années 80, on a eu un très mauvais 20e siècle, 1914-2014. La bière, c'était ringard. La bière, c'était ringard. Il y avait de moins en moins de consommateurs. On est devenu le dernier pays de consommation de l'Union européenne. Et on est tombé au plus bas en nombre de brasseries. Il en restait 23 en 1985. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, on est à 2000. On est le premier pays de l'Union européenne en nombre de brasseries. Donc bien devant l'Allemagne, bien devant la Belgique. Il y a plus de brasseries en Auvergne-Rhône-Alpes qu'en Belgique aujourd'hui. Donc c'est quand même vous dire d'où on était, où on est passé. Et c'est vraiment, c'est un revival, c'est une aventure incroyable. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que cette brasserie française retrouve des couleurs? Et on en parlera tout à l'heure. Porte très haut le pavillon français sur Exactement. les marchés internationaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé en France pour que cette brasserie, tout d'un coup, recommence à exploser, crée des emplois par centaines? Alors, en fait, d'abord, il faut comprendre pourquoi elle s'est effondrée. Au-delà des 2 guerres mondiales, il y a eu un problème de standardisation de la bière. C'est-à-dire qu'on est parti vers une bière où on voulait plaire le plus à tous les consommateurs en même temps sur un seul produit qui est une bière blonde à 5 degrés. Ce qui fait qu'en fait on perdait beaucoup de consommateurs parce que les gens n'aimaient pas ou aimaient cette bière blonde à 5 degrés et du coup aimaient ou n'aimaient pas cette bière. À partir de 1985, donc cette très mauvaise année, on a des brasseurs qui ont commencé à se réinstaller à Morlaix en Bretagne, la brasserie Coref. Ça s'est un petit peu accéléré dans les années 2000, principalement à partir de 2014 où les brasseurs ont créé des produits à partir de ce qu'ils aimaient, à partir de leur terroir et de leur territoire. Ils ont ajouté des choses qu'ils aimaient, qu'ils voulaient vivre, qu'ils voulaient faire déguster. Et on a eu des bières extrêmement différentes en fonction des territoires qui sont allées, en fait, où les Français se sont dit, mais en fait, c'est dingue, la bière, ça n'a pas forcément ce goût qu'on imaginait. Et donc, on aime bien celle-là on l'aime pas, mais celle-là, on l'aime bien. Et on a des gens tous les jours qui reviennent à la bière en se disant, j'aime la bière. Ça veut dire, Maxime, que la bière est un petit symbole de ce qu'est l'agroalimentaire français. Exactement. Qui se fait de plus en plus dans le détail de la consommation. Totalement. En fait, c'est un symbole de l'agroalimentaire français parce que on a été les premiers à avoir une tendance de micro. C'est-à-dire qu'on est revenu au local, on est revenu aux petites structures. C'est-à-dire que ce développement brassicole, il est parti des territoires, des zones rurales, création d'emplois dans les territoires. Aujourd'hui, chaque Français a une brasserie à 20 minutes de chez lui. C'est-à-dire qu'il faut, en 20 minutes, vous trouvez une brasserie. Je vous lance le défi. Ça peut servir. Ça peut servir, on sait jamais. Et du coup, ce qui fait qu'on a créé des emplois en zone rurale. Vous vous installez en Auvergne, vous vous installez en Bretagne, vous vous installez n'importe où. Vous arrivez avec votre savoir-faire, vous prenez un espace, vous achetez des cuves et vous pouvez brasser. Vous allez travailler avec le monde agricole en proximité, avec les filières, et vous allez brasser des bières particulières du pays. Et c'est comme ça qu'on a recréé de l'emploi et qui fait qu'aujourd'hui, on est la première filière de l'agroalimentaire en création d'emplois. 650 l'année dernière. C'est plus 9% pour la brasserie. C'est quasiment 18% des emplois créés dans l'agroalimentaire qui est un des premiers employeurs de ce pays. Un emploi sur 5 créé dans l'agroalimentaire en France est créé par la brasserie. Voilà, c'est assez impressionnant quand même. Et alors ce qui est fantastique, Maxime, c'est que ce bouillonnement des petites brasseries locales a complètement donné, je vais être un peu trivial, un coup de pied au derrière des grandes brasseries françaises. Ouais. En fait, on dirait un conte de fées, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, en fait, ces petites brasseries, elles ont fait réapprécier la bière au plus grand nombre. Elles ont fait ce travail-là. Et les grandes brasseries se sont dit, en fait, il faut que nous aussi on s'y mette, qu'on réfléchisse. On est passé à côté de quelque chose. Et du coup, toute la filière est repartie et tout le monde regagne des volumes. C'est-à-dire que, bien entendu, la brasserie artisanale prend des parts de marché aux grandes brasseries. Mais les grandes brasseries vendent plus de bière qu'avant. Elles vont mieux qu'avant. Parce qu'on a eu connu des années... Il y a eu des plans de fermeture de brasserie encore en 2009 dans les grandes brasseries, donc c'est quand même pas si vieux que ça. Donc c'est vraiment, il y a eu ce coup de pied au cul, il y a eu ce gros travail de savoir-faire, de formation, de réflexion et de voir ce que le consommateur voulait. Et cette offre diversifiée, elle a créé la demande via une loi économique. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que tout peut cohabiter dans ce monde de la brasserie de manière assez harmonieuse et qu'on n'est pas dans cet agroalimentaire qui oppose les modèles. Non.
Encore un laboratoire assez intéressant. Ouais, alors c'est vrai que c'est assez unique. Je suis le délégué général d'un syndicat qui s'appelle Brasseurs de France, où cohabitent des gens qui font 10 litres de bière par an et qui la vendent, et d'autres qui font 7 millions d'hectolitres par an. Ils mettent les cotisations ensemble et ils définissent ensemble ce qu'ils doivent faire pour la filière, comment ils doivent travailler. C'est le même métier, c'est la même passion, c'est juste pas la même taille de brasserie, mais c'est quand même du coup un travail collectif. Et ce travail collectif, il a payé, et aujourd'hui il paye, et il fait que tout le monde est en train de s'en sortir, et qu'on travaille beaucoup avec nos filières amont agricoles, et beaucoup avec nos filières aval, les cafés, hôtels, restaurants, où on fait beaucoup aussi sur les territoires ruraux pour relancer les petits cafés, pour les aider à survivre dans un moment qui a été très difficile depuis les années 60 aussi, puisqu'on a perdu quasiment 200 000 cafés. Oui, c'est un thème qui est en train de revenir dans les campagnes municipales. Donc c'est vraiment un enjeu de terroir, de territoire et de travail intelligent et collectif, ce qui en France parfois, dont on dit que c'est un pays de Gaulois, montre qu'on peut y arriver. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce développement, cette renaissance de la brasserie française pour l'amont agricole? Alors ça veut dire, d'abord premier élément peut-être qu'il faut préciser, c'est que cette réussite brassicole, elle est due aussi et en grande partie à l'amont agricole, pour plusieurs raisons. D'abord, on a en France des leaders sur la semence et la variété qui sont extraordinaires. On va même dire que la France donne le là de ce qu'on cultive. Exactement. En termes d'orge de brasserie dans le monde entier. Oui, on est organisé depuis 1904 dans une structure informelle avec les semenciers, avec les producteurs, avec les malteurs et les brasseurs. On choisit les semences, on les teste après la validation du ministère de l'Agriculture et on décide ensemble ce qu'on va faire. Parce qu'il faut que cette semence, elle convienne aux producteurs. C'est très technique l'orge de brasserie. Qu'elle convienne aux malteurs. Le maltage est un élément indispensable de la brasserie et c'est très compliqué à faire. Et il faut qu'elle convienne au brassage. Donc, on se met tous d'accord ensemble. Le rendement n'est pas le seul enjeu. La qualité et ce qu'on va avoir en résistance, en biocontrôle. Et on décide de ces variétés. Ces variétés, elles sont appliquées à 99%. Quand on choisit pas une variété, elle vit pas. Et elle va s'appliquer de plus en plus. Elle est en train de s'appliquer dans le monde. En Allemagne, les Allemands suivent notre programme. En Europe, aujourd'hui, ce qu'on décide en France est appliqué en Europe. Et ça a quand même des conséquences parce que aujourd'hui, dans le monde, avec de l'orge français et du malt français, 21% des bières dans le monde sont faites avec de l'orge ou du malt français. Ça, c'est très impressionnant. Ça veut dire combien d'hectares qui sont cultivés en France pour la brasserie? Alors, pour la brasserie, on estime qu'on a à peu près 120 000 exploitations agricoles qui font de l'orge de brasserie. On est sur à peu près 4 millions de tonnes de malt qui sont aujourd'hui utilisées. Donc, en hectares, ça varie chaque année, puisqu'en fait, on a de l'orge de printemps et de l'orge d'hiver. Mais on va dire, allez, on est sur 1,5 million d'hectares. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Ce qui est peut-être quelque chose de compliqué en orge de brasserie, c'est qu'on travaille depuis des années pour convaincre les agriculteurs de ressemer chaque année l'orge de brasserie. C'est un élément essentiel parce que c'est pas la problématique qu'ont beaucoup d'autres céréales. Quand vous faites du blé, la céréale reine, j'ai envie de vous dire, vous faites du blé chaque année. Et vous faites votre assolement et vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Vous faites du maïs, c'est pareil. Vous avez du maïs, vous avez, voilà. L'orge de brasserie, c'est un peu le petit complément. Et donc il faut convaincre. Pour qu'il soit intégré dans les rotations. Exactement. Il faut qu'on arrive à convaincre avec les malteurs, nos producteurs, pour leur dire, ce que vous faites, c'est incroyable. Il faut qu'on vous rémunère justement. Il faut qu'on vous rémunère bien quand vous faites de l'orge de brasserie. Et cette bière française que vous produisez, elle est une des meilleures au monde, donc soyez-en fiers. Et ce travail qu'on fait aujourd'hui de reconnaissance de la fierté, d'accompagnement de nos agriculteurs, je pense qu'on peut dire que ça marche, parce que on a des agriculteurs qui sont contents sur la culture de l'orge de brasserie, qui, je pense, sont reconnus à leur juste valeur sur tout le travail qu'ils font sur la filière amont. Et ça, c'est un travail très important. Alors, une bière sur 5 dans le monde qui est faite à base de produits français. Et on a aussi, dans le top 5 des malteurs mondiaux, 3 groupes français qui sont les 1, 2 et 3e. Alors, racontez-nous un peu comment tout ça s'est construit, parce que ce sont aussi des stratégies très offensives que ces grands groupes ont eues sur les marchés internationaux. En fait, il y a 50 ans, on se serait parlé, vous auriez eu des brasseurs malteurs. C'est-à-dire que les grandes entreprises que vous connaissez, elles faisaient le maltage elles-mêmes. Elles ont changé de stratégie. Le maltage, on va peut-être dire un peu techniquement pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est. Ça consiste. Vous récoltez de l'orge, vous faites votre moisson. Vous allez faire de la dormance, vous allez faire reposer votre orge. Et ensuite, vous allez lui faire un petit bain, une trempe, d'accord, pour qu'il germe. Et ensuite, vous allez faire, en gros, une torréfaction. Donc vous allez... comme le café. Comme on le l'a fait griller. Exactement. Et c'est à partir de cette torréfaction, de cette couleur que va prendre le malt, que vous allez avoir la couleur de votre bière. D'accord ? Et c'est ça plutôt blonde ou plutôt brune? Plutôt blonde ou plutôt brune. Et
en fonction des céréales que vous allez utiliser. On utilise principalement de l'orge de brasserie en France, et vous pouvez le faire avec du blé, vous pouvez le faire avec du seigle, vous pouvez le faire avec d'autres types de céréales. Vous allez, par exemple, si vous avez une bière blanche, c'est parce qu'on a rajouté du blé ou du malt de blé. Voilà. Et donc ce savoir-faire-là, il a été bien exploité par les grands groupes français Exactement. de malterie. Donc vous avez Soufflé, le groupe Soufflé que vous connaissez. Vous avez Axéréal qui a Bortmalt en fait, qui est aujourd'hui un des leaders. Et vous avez Malt Europe qui est aussi un des grands leaders. Ils sont leaders depuis 1967 à l'export et dans le monde, ces trois groupes-là. Et ce qui fait de la France vraiment un pays assez incroyable sur le malt. Aujourd'hui, quand une brasserie s'installe, par exemple, vous avez des projets là en Éthiopie, les brasseurs mondiaux, ils vont aller chercher les malteurs français pour s'installer avec eux dans un pays. Les malteurs vont construire avec les agriculteurs locaux, en fait, la culture de l'orge dans ce pays-là, et tout va se faire en local. Parce que la bière, ça n'est pas un produit qui se délocalise vraiment. Pourquoi ? Parce que d'abord, on les sert dans des bouteilles en verre, c'est lourd. À transporter. À transporter, c'est lourd. Deuxièmement, c'est de l'eau, à 90%. Les brasseries sont installées là où l'eau était en abondance, là où elle était intéressante. Et de bonne qualité. Et de bonne qualité. Donc, il faut rester là où est l'eau. Ensuite, vous avez des céréales, c'est lourd à transporter. Donc tout ça, ça bouge pas énormément. On exporte beaucoup de céréales et de malt parce que voilà, on est un très grand pays d'export d'orge de brasserie. On est le deuxième pays au monde et le premier en malt. Mais les brasseries ne bougent pas. Donc quand elles s'installent dans un pays, elles vont venir avec une expertise. Et c'est les malteurs français qui ont cette expertise aujourd'hui. Il y a peut-être un point qui reste à travailler pour la filière, c'est le houblon. Oui. Est-ce qu'on peut en parler ? Alors le houblon, une culture extrêmement sensible, extrêmement fragile, c'est une liane. Exactement. En fait, c'est une plante qui, si vous voulez, va pousser sur 7 mètres. Donc vous avez une petite photo là quand vous allez passer dans le hall. Alors c'est juste à côté, derrière nous, Voilà. Pour ceux qui sont autour de nous, il y a le stand des brasseurs où on peut rentrer dans le détail de tout ça. Mais donc on a des photos du houblon. En fait, c'est une plante qui va pousser de février à juin de 10 cm par jour. Donc c'est vraiment une liane qui va grandir comme ça, qu'on va mettre au fil. Elle va fleurir en juillet et on va faire la récolte en août-septembre, un peu en même temps que les vendanges. C'est une plante, c'est l'épice de la bière, c'est-à-dire que elle va avoir un arôme assez incroyable. Et c'est une plante qui dépend du sol. L'arôme va dépendre du sol. C'est une plante de terroir. Vous la plantez en Alsace ou vous la plantez dans les Flandres françaises, elle n'aura pas, avec la même variété, avec le même cépage, on pourrait dire pour le vin, elle n'aura pas la même impact, même si c'est la même variété. Et pourtant, on a énormément de variétés qui vont avoir des arômes, des aromatiques très différents et qui font faire ce nez que vous avez parfois dans la bière, dans ces bières très houblonnées. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la culture du houblon ? Elle a été un peu sinistrée. Elle renaît, elle aussi, de ses cendres. Ouais. Jeudi, au Salon de l'Agriculture, nous allons lancer l'interprofession Interhoublon pour relancer la filière houblon en France. La filière houblon, elle a souffert d'une première chose, c'est que la brasserie française n'allait pas bien. Donc, on l'a emmenée avec nous. Elle n'a plus cette excuse, Elle n'a plus cette excuse. Mais, donc ça n'allait pas bien pendant 30 ans, 40 ans, donc on a perdu quasiment 2000 hectares de production. On est tombé à 350 hectares, donc c'est-à-dire que c'est très faible. Et aujourd'hui, on relance, on est remonté à 500 hectares en 2 ans, donc on est sur ce travail de fond de reconstruire une filière avec des producteurs. Il ne restait plus, il y a 2 ans, que 50 producteurs de houblon. Donc on s'est mis autour des tables, on s'est dit soit on fait un parc naturel, voilà, on fait un parc naturel de préservation des 50 derniers producteurs, soit on se dit tous ensemble qu'on peut relancer la filière houblon française. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est un travail qui va prendre des années, parce que c'est une plante, on parlait tout à l'heure des semenciers sur l'orge de brasserie, pour avoir une nouvelle variété en houblon, il faut 16 ans, d'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un brasseur se dit... De la sélection variétale, à faire pousser, laisser, etc. Et la plante houblon, elle ne donne qu'au bout de 3 ans. Alors, vous la plantez, 3 ans plus tard, elle va donner vraiment. Donc on est vraiment dans un produit compliqué. Et c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez une variété qui va vous donner un goût de fleur blanche à votre bière, il faut que vous décidiez maintenant pour dans 20 ans. Parce que entre le travail variétal, toute cette sélection qu'on va faire, on l'aura dans 19 ans. Donc vous voyez qu'il faut quand même pas se tromper dans ce qu'on veut. Un travail de lenteur pour une filière qui a envie d'aller vite. Exactement. Bon, maintenant on va aller peut-être goûter le produit à côté. Exactement. Moi, je vous retrouve demain sur ce plateau. On parlera de pommes et de poires, une filière qui elle aussi a beaucoup travaillé sur ses méthodes de production. Merci beaucoup et bonne journée à tous au Salon de l'Agriculture.